Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 9 mars 2025. Le président de la République, Ismaël Marguerite, reçoit le vice-président du Conseil souverain soudanais. C'était ce matin au palais présidentiel. Également dans l'actualité de ce 22h, la Palestine appelle la communauté internationale à garantir la protection des femmes palestiniennes et ce, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec cette réception du président Guelleh ce matin du vice-président du Conseil souverain soudanais, M. Malik Agar. Le déplacement de M. Agar à Djibouti a trait à la remise au président Guelleh d'un message écrit du président du Conseil souverain soudanais, M. Abdel Fattah al-Burhan. Révélé au public, le contenu principal de ce message porte essentiellement sur l'annonce de la volonté du Soudan de réintégrer l'IGAD dont notre pays exerce actuellement la présidence tournante. Il s'agit là d'une décision de nature à susciter l'enthousiasme de notre pays attaché donc à la poursuite de l'adhésion continue des pays de cette partie du monde à notre organisation sous-régionale. Il s'agit surtout d'une victoire diplomatique éclatante pour Djibouti qui a œuvré dès le début pour convaincre le Soudan de revenir sur sa décision de suspendre son adhésion à l'IGAD. Il y a lieu également de préciser que, aussi bien sur le plan bilatéral que dans le cadre de son mandat actuel, donc à la présidence tournante de l'IGAD, notre pays n'a cesse d'œuvrer en faveur de retour à la paix, de l'unité et de la concorde civile du Soudan. Peu après donc cette réception, notre équipe de reporters donc, ont pu interviewer M. Agar. Il a indiqué donc, que l'origine du plan graduel de paix repose sur l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu censé donc baliser le terrain à la tenue des pourparlers politiques qui, à leur tour, doivent déboucher sur l'organisation d'élections inclusives. Et Djibouti bien, se démarque également à travers son attachement à ce plan, donc à l'intégrité également territoriale et à la souveraineté du Soudan. Fin de citation. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères s'est également exprimé. Voici ses propos. La République, son Excellence Ismaël Marguerite a en effet reçu en audience le vice-président Malik Agar du Conseil souverain de transition qui était porteur d'un message pour le président de la République. Et ils ont donc au cours de cette audience évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les relations bilatérales entre les deux pays. Vous savez que les relations sont historique entre Djibouti et le Soudan. Ils ont également parlé de divers sujets qui touchent actuellement toutes ces crises qui sévissent dans notre sous-région de l'IGAD. Ils ont échangé donc sur tous ces aspects-là. Il a été également question de notre organisation sous-régionale qui est l'IGAD. Le message écrit dont était porteur le vice-président Agar au président de la République évoquait ce sujet du retour donc, du Soudan au sein de l'organisation. Djibouti qui, comme vous le savez, actuellement assure la présidence de l'IGAD. Et nous ne pouvons que nous réjouir de voir le Soudan, qui est un pays très important de l'IGAD, qui est un pays fondateur de cette organisation, pour revenir en tant qu'État membre au sein de cette organisation. Et nous allons bien évidemment travailler avec nos frères soudanais sur tous ces aspects-là. Rappelons donc également que cette audience du vice-président du Conseil souverain soudanais, M. Malik Agar, a vu la participation du ministre des Affaires musulmanes, de la culture de Bienwar, M. Moumen Hassan Barré, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Hassan, l'ambassadeur de Djibouti auprès du Soudan, M. Issa Khairé, la conseillère diplomatique du président de la République, Mme Fathia Jama'outin, et le directeur du département arabe du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Douale Wali.
alliés. Eh bien, cette délégation a pris le chemin du retour vers le Soudan. C'était ce midi à l'aéroport international de Djibouti. Cette délégation accompagnée par l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, M. Issa Khairé. Durant son séjour, rappelons-le, M. Agar a rencontré le président de la République avec lequel il a abordé la situation au Soudan et les moyens de renforcer la coopération régionale, notamment la réintégration de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale donc, de la région. Il a également exprimé donc, sa volonté du Soudan de réintégrer et contribuer également aux efforts de paix et de stabilité. Fin de citation. Eh bien, le ballet diplomatique à la présidence de la République s'ensuit avec la visite d'adieu, cette fois-ci du président de la Commission de l'Union africaine sortant. Le président de la République a, en milieu de matinée, donc reçu M. Moussa Faki Mahamat, arrivé en terme de son second et dernier mandat au sein de l'organisation panafricaine et a appelé à passer le relais dans quelques jours au nouveau président élu à ce poste. L'ex-chef de la diplomatie djiboutienne et actuel président de la Commission de l'Union africaine élu, M. Mahmoud Ali Youssouf. M. Moussa Faki mit amplement à profit sa visite d'adieu au président de la République pour lui exprimer sa reconnaissance pour l'appui et le soutien qu'il lui a toujours apporté dans le cadre de ses fonctions à la tête de la Commission de l'Union africaine. Sous l'égide du président de la République, Djibouti s'est toujours distingué par un soutien sans faille à l'Union africaine. C'est ce qu'a donc indiqué M. Faki dans une déclaration faite à l'occasion. Mais avant cela, le président Guelleh, à l'issue de cette audience, décoré M. Moussa Faki Mahamat de la médaille du commandeur dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti, la plus haute distinction en vigueur dans notre pays. Monsieur Moussa Faki, il était donc accompagné du directeur de cabinet, le professeur Mohamed Al-Hassan Lebat, côté djiboutien. L'on note également la présence de l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Haibi, et l'ambassadeur Guelleh Idriss Omar, directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, mais également la conseillère diplomatique du président de la République, Madame Fathia Jama Oudine. Eh bien, dans une déclaration faite peu après cette audience, M. Moussa Faki a indiqué que sous l'égide du président de la République, Djibouti s'est toujours distingué par un soutien sans faille à l'Union africaine et à son égard. Voici ses propos. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République et qui m'a décoré, qui m'a élevé au grade de commandeur de l'ordre de Djibouti. C'est une marque de sympathie, de reconnaissance du travail qui a été accompli et j'en suis fier. Donc je voudrais vraiment le remercier de son soutien pendant les 2 mandats que j'ai accomplis à la tête de la commission et maintenant à mon départ, ces gestes me touchent profondément et j'en suis absolument reconnaissant. Bien entendu, si l'occasion se présente à moi, en rencontrant le président, naturellement, nous parlons du continent, de ses défis, également de son énorme potentiel pour le développement, pour la stabilité. Et c'est toujours un moment où j'ai reçu des conseils extrêmement sages du président qui connaît parfaitement les dossiers africains et qui est fortement engagé pour la réalisation de l'agenda 2063.
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a accepté que son ministre des Affaires étrangères parte et prenne la tête de la Commission de l'Union africaine. Je crois que c'est un engagement supplémentaire de Djibouti pour l'Afrique, pour la réalisation des aspirations du continent africain. Vous savez, avec Mahmoud, on s'est dit les choses, mais entre nous. Mais je voulais d'abord le féliciter une fois de plus. Je crois qu'il mérite la confiance du continent. Moi, je l'ai connu depuis au moins 17 ans. Nous avons été ministres ensemble. Et bien entendu, en tant que président de la commission et lui, membre du conseil exécutif, nous avons également travaillé ensemble pendant les 8 années. Donc c'est un homme qui connaît parfaitement le dossier, qui connaît parfaitement l'organisation, qui va prendre fonction dans quelques jours. Et je suis sûr que l'Union africaine, la commission est dans de bonnes mains. Et bien entendu, le nouveau président élu de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, qui a pris part donc à cette rencontre. Il a, dans une réaction faite à la presse aussi, dit appréhender donc ces nouvelles fonctions avec sérénité, humilité et optimisme, et dans l'Afrique et dans l'éthique, de s'inspirer profondément du travail colossal abattu sous le leadership de son prédécesseur. Écoutons. Aujourd'hui, un grand jour d'abord pour mon frère Moussa, qui, au bout de toutes ces années, a fait œuvre utile. Il a conduit la commission, il a fait progresser les programmes de l'Union. Et aujourd'hui, c'est une reconnaissance, pas seulement de Djibouti, mais du continent pour tout le travail accompli. Il faut souligner un point très important, c'est que le travail qui a été fait est un travail louable, malgré les critiques de gauche à droite, mais c'est dans l'ordre naturel des choses. Nous travaillons, nous parlons d'un continent où les défis sont multiples et ces défis ne peuvent être relevés par une seule commission. C'est pour ça que nos leaders, nos chefs d'État ont décidé de construire cette union sur une période de 50 ans, avec des plans décennaux. Le premier s'est écoulé, le deuxième a commencé. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail collectif. C'est un travail dont les résultats peuvent se construire comme une maison, brique après brique. Je crois qu'aujourd'hui, je ne parle pas de moi, mais du président Moussa, qui a mérité cette décoration et qui a fait œuvre utile, et sur lequel la Commission, l'Union africaine, va continuer à, je dirais, compter. Parce que le volume d'expérience qu'il a accumulé, tout son réseau à travers le continent, et surtout le fait qu'il ait mis la main dans la pâte pendant 8 ans pour essayer de résoudre tous ces problèmes. Il a réussi à en résoudre beaucoup, mais je crois que c'est que je disais tout à l'heure, je le répète, c'est un travail de longue haleine. L'état d'esprit dans lequel je suis, c'est que je vais essayer de relever, n'est-ce pas, et d'être à la hauteur des défis, et relever donc ces défis-là, d'être à la hauteur de la responsabilité qui m'a été confiée, et en gardant à l'esprit que c'est d'abord une action collective et commune. Et je ferai en sorte que nous puissions livrer ce pourquoi nous avons été élus. Et je demande donc à Allah de me soutenir dans cette entreprise. En bref et en image avec ce message du président Guélé qui rend un vibrant hommage aux Djiboutiennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le président Guélé a formé ce samedi hier, Journée internationale dévolue aux droits des femmes, ses vœux, les meilleurs de santé, de bonheur et de réussite à toutes les femmes de Djibouti et du monde. Le chef de l'État mit à profit cette journée du 8 mars pour saluer le rôle moteur que la femme djiboutienne a sans discontinuité au fil du temps, incarné dans la réalisation des objectifs tour à tour définis pour notre société. Si nos compatriotes femmes ont été à l'avant-garde de la mobilisation de notre peuple dans la lutte pour notre indépendance nationale, elles n'ont cessé d'apporter depuis, avec courage et abnégation, leur contribution, l'œuvre de développement de notre pays, a souligné le chef de l'État. Le président Guélé a saisi ensuite l'occasion de cette journée pour réitérer son attachement à la poursuite de la politique largement entérinée chez nous et visant donc à accroître le niveau d'insertion de nos compatriotes femmes dans le tissu politique, économique et social de notre pays. Nous sommes d'autant plus disposés à concéder davantage de postes de responsabilité à nos compatriotes femmes. Elles font et montrent d'une plus grande grandeur, rigueur professionnelle et d'une
aptitudes plus fournies en termes de reddition de comptes et de culture de résultats, a fait observer le président de la République. Le président Guelleh donc a tenu à rendre un hommage appuyé à nos filles, à nos sœurs, à nos mères et aux femmes, modèles de courage, de persévérance et d'ingéniosité. C'est ce qu'a déclaré le président de la République. Eh bien, Fadous Hussein nous a rejoint sur ce plateau pour nous expliquer. Parce que pour la majorité des femmes, elles le fêtent ce 8 mars. Et revenons au discours du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, un hommage rendu aux femmes et à leur rôle historique. Dès le début du communiqué, le président de la République exprime ses vœux à l'ensemble des femmes, soulignant leur importance non seulement à Djibouti, mais aussi à l'échelle mondiale. Ce passage s'inscrit dans une reconnaissance officielle à la place centrale des femmes dans la société. Ensuite, il met en avant le rôle historique des femmes djiboutiennes, notamment leur engagement dans la lutte pour l'indépendance nationale. Cette référence au passé est importante car elle rappelle que les femmes ont été toujours actrices des transformations politique et sociale du pays. Ce rappel sert également à légitimer la participation actuelle et future à la construction nationale. Le président ne se limite pas également à l'histoire, il insiste sur la contribution continue des femmes au développement du pays. Il met en avant leur courage, leur abnégation, soulignant ainsi la nécessité de reconnaître leur travail et leur engagement au sein de la société djiboutienne. Et une reconnaissance du rôle de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été également relevée dans ce communiqué du chef de l'État. En effet, Ali, le président met en avant la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, en soulignant son engagement en faveur de l'égalité des droits à travers les nations, mais aussi à travers l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en la qualifiant de figure de proue du paysage public féminin. Il reconnaît également son rôle clé dans la mise en œuvre des politiques en faveur des femmes. Cette mention permet également de rappeler les actions concrètes menées par l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui joue un rôle majeur dans la sensibilisation et l'émancipation des femmes à Djibouti. Cet hommage personnel s'inscrit dans une stratégie politique plus large qui vise à associer l'engagement présidentiel aux figures visibles et influentes du pays. Un rappel à une société plus égalitaire et harmonieuse. Ce communiqué se termine par un message d'espoir, d'encouragement aux femmes. Le président exprime également son souhait de voir des femmes accéder à davantage de bien-être, de prospérité. Il met en avant l'importance de la stabilité des foyers et des sociétés, montrant ainsi que l'égalité des sexes est un facteur clé dans la cohésion sociale. Enfin, il insiste sur la complémentarité entre hommes et femmes dans une construction nationale. Plutôt que de parler de concurrence ou de séparation de rôles, il défend également une vision où les hommes et les femmes travaillent ensemble pour assurer la stabilité politique et le développement économique. En ce qui rappelle cette journée après la Seconde Guerre mondiale, pour ceux qui voudraient donc savoir, elle a été célébrée dans de nombreux pays. Mais c'est en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée internationale des femmes, ainsi que tous les pays du monde doivent fêter et reconnaître le droit aux femmes. Rappelons que le thème de cette année appelle à une action susceptible de favoriser l'égalité de droits, de pouvoir et de chance pour tous, ainsi qu'un avenir féministe où personne n'est laissé pour compte. Au cœur de cette vision se trouve l'autonomisation de la prochaine génération. Il faut en parler. Eh bien, les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, les adolescentes, en tant que catalyseurs d'un changement durable. Cette année 2025 sera notamment décisive dans la quête pour l'égalité de sexe, de l'autonomisation des femmes dans le monde, car elle marquera le 30e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing. Ce document représente le cadre le plus progressif et largement approuvé au niveau national en faveur des droits des femmes. Sans laisser donc, les femmes n'ont pas toujours été laissées pour compte. Nous, en tant que musulmans et en ce mois béni du Ramadan, il y a Surat An-Nisa pour les femmes. Là, on reconnaît les droits des femmes
le droit qui leur a été concédé par Dieu et pas par les hommes. Et notamment, il y a une femme que Dieu cite en particulier, Mariam, dans le Coran. Et toujours donc dans le cadre de la journée internationale des droits de femmes, la rédaction donc a préparé ce grand format pour vos explications. Depuis plusieurs années, la République de Djibouti œuvre avec détermination pour faire sauter le plafond de verre, empêchant les femmes d'exercer pleinement leurs responsabilités. Plutôt que de le briser d'un coup, le chef de l'État et son gouvernement vont s'employer à le faire disparaître progressivement, respectant ainsi les traditions d'une société patriarcale, une révolution discrète et profonde qui accompagne l'ère du temps. La volonté politique du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, soutenu par le leadership associatif de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, a grandement accéléré l'intégration des femmes dans le développement national, notamment en référence aux recommandations de Beijing. Cette dynamique s'est traduite par la transformation des simples directions de la promotion de la femme en un ministère de la femme et de la famille indépendante qui se veut inclusif. Sous l'égide du président, le rôle des femmes djiboutiennes dans les sphères politiques, socio-économiques a connu une avancée spectaculaire. C'est le début d'un élan décisif pour l'émancipation des femmes djiboutiennes. En 2000, les orientations politiques du président Guelleh avec le soutien de la première dame commencent à donner des résultats probants dans la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales et les mariages forcés. En 2002, le Code de la famille et la stratégie nationale d'intégration de la femme dans le développement voient le jour. L'année 2003 marque l'instauration d'un quota de 10% pour les femmes dans l'administration et l'Assemblée nationale. Cette mesure permet aux femmes de pénétrer les sphères politiques et diplomatiques. En 2008, le ministère devient pleinement compétent, intitulé Ministère de la promotion de la femme, du bien-être familial et des affaires sociales. Le quota féminin est alors relevé à 20%, ouvrant la voie aux femmes à la tête des partis politiques. Depuis le 10 janvier 2018, Djibouti a vécu un tournant décisif dans l'intégration des femmes au niveau décisionnel. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, un quota de 25% des femmes dans la représentation nationale a été instauré. L'Assemblée nationale, issue des élections de février 2018, compte désormais 16 femmes députées sur 65, contre seulement 7 auparavant. Cette avancée démocratique sans précédent va témoigner de la ferme volonté politique, voir les femmes jouer un rôle clé dans la prise de décision, en ligne avec l'engagement continu de la première dame pour la cause féminine. Au niveau ministériel, le nombre des femmes ministres triple, passant de 2 à 6 dans le gouvernement. Un record pour Djibouti et une preuve de la bonne gouvernance du président de la République. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, sous la présidence de Mme Khadra Mohamed Haïd, va jouer un rôle crucial de cette transformation. Le porte-voix national en faveur de la cause des femmes a toujours contribué activement à la métamorphose du statut de la place des femmes djiboutiennes. De son côté, la première dame ne ménagera aucun effort pour promouvoir la promotion, la protection et le développement et la transformation des femmes à travers des actions sociales élargies. Des programmes de développement et assistance sociale se sont multipliés, incluant l'alphabétisation, l'éducation des jeunes filles, la formation professionnelle et la lutte contre les violences faites aux femmes. L'UNFD, au fil des années, est devenu un organe incontournable de mobilisation et de dialogue social. Aujourd'hui, grâce aux efforts concertés du président de la République et de la première dame, la femme djiboutienne occupe toutes les fonctions égalant les hommes. Elles sont officiers, pilotes, ambassadrices, juristes, médecins et chefs d'entreprise. La République de Djibouti s'engage résolument vers l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 5 sur l'égalité des sexes. Au fil des années, il est clair que la femme djiboutienne est devenue un pilier du développement national. Aujourd'hui, reflétant la société djiboutienne et en pleine mutation, est prête à affronter les défis du XXIe siècle avec un optimisme renouvelé, une détermination inébranlable. L'actualité de ce 22h, c'est aussi le coup d'envoi des premières Olympiades nationales des mathématiques, un événement qui met en lumière les compétences des élèves à travers 4 domaines clés, la cryptographie, la programmation, le maths et le jeu en mathématiques et logique. La première journée a été dédiée aux Olympiades de programmation, offrant aux élèves
des collèges et lycées de la capitale l'opportunité de démontrer leur maîtrise des langages Python et Scratch. Au lycée Jama Youssouf, les lycéens ont rivalisé l'ingéniosité en développant des programmes en Python, illustrant ainsi leur maîtrise de l'algorithme, de la résolution des problèmes complexes. Pendant ce temps, au CEM de Sans-Fil, les collégiens ont exploré les possibilités offertes par Scratch en réalisant des constructions géométriques et artistiques témoignant de leur créativité et de leur esprit logique. Parallèlement, des épreuves de maths ont eu lieu dans ces deux établissements, mettant à l'épreuve l'esprit analytique des élèves et leur aptitude à résoudre des problèmes exigeants. Ces Olympiades vont bien au-delà d'une simple compétition. Elles visent avant tout à proposer une approche dynamique et stimulante des maths en confrontant les élèves à des défis concrets. Elle permet également de développer des compétences essentielles telles que la pensée critique, la rigueur scientifique et la créativité. Grâce à une approche ludique et appliquée, elle encourage également l'autonomie, le travail en équipe et la confiance en soi. Cette initiative pédagogique innovante transforme les mathématiques en un outil vivant et concret au service de la résolution des problèmes réels. C'est ce qu'a indiqué un conseiller pédagogique. Écoutons. Scratch, la première édition a regroupé ici 17 établissements de l'enseignement moyen. Donc la participation en ce sens-là était bonne. Chaque équipe était constituée de 3 élèves allant de la classe de 7e à la classe de 9e année. Donc c'est bon, à l'issue de cette épreuve, 3 établissements se sont détachés. Il s'agit en premier lieu du collège de Charles de Foucault, en deuxième le collège de Nitobé et en troisième le collège de Stade. Mais les autres établissements n'ont pas démérité et nous félicitons tous les participants de cette épreuve. Et Inch'Allah, nous espérons que l'année prochaine, il y aura encore plus de participation. À la page sport de cette édition, avec le lancement du tournoi de foot de Ramadan à Arta, le coup d'envoi du tournoi de foot de la région d'Arta a été donné ce week-end sur le terrain de basket du chef-lieu en présence d'un large public venu donc encourager les équipes en lice. Un événement qui s'est déroulé en présence du sous-directeur régional du ministère de la Jeunesse et de la Culture d'Arta, M. Saïd Madiye, et le questeur du conseil régional, Aboubakar Umaradan, et plusieurs autres animateurs des centres de développement communautaire de la région d'Arta. Un tournoi qui a mis en compétition 8 équipes locales prêtes à défendre leurs couleurs à tout le long du mois de Ramadan. La rencontre inaugurale a opposé l'équipe de Boula à celle de Betawali, offrant un spectacle intense dès le début de la compétition. Boula s'est imposé avec brio sur le score de 6 buts à 4. Je vous emmène à la ville blanche Tadjoura où donc c'est la même chose avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture en partenariat avec les associations locales. Des activités de loisirs ont été lancées sur différents sites du chef-lieu de Tadjoura, à la plage Fi'a, le terrain de foot, à Gablassan et celui de Galaito. Le lancement marqué avec la présence du préfet de la région, M. Mohamed Abbas, le vice-président du conseil régional, Abdou Omar. Un moment donc tant attendu par les Tajouriens qui sont donc illustrés avec différentes disciplines, notamment le foot, le volley et le basket. Ces activités proposées donc incluent également des jeux traditionnels permettant ainsi de rassembler la communauté autour du sport et de la culture. De la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumine Assoubi, avec un engagement constant qui permet donc d'assurer le bon déroulement de ces tournois à travers le pays en offrant aux jeunes des espaces de loisirs et de compétition saines pendant les mois bénis du Ramadan.
Le même lancement, c'est-à-dire dans les régions de l'intérieur. Donc ceci est organisé pour que toute la jeunesse puisse en bénéficier durant la semaine de Ramadan. Nous remercions surtout à M. Saïd Bouha qui est là, toujours à l'écoute de sa jeunesse. Il est là pour satisfaire sa jeunesse tadjourienne et toute la jeunesse de la région. Et pour sa part, le préfet de la région de Tajoura, M. Hamad Abbas, a indiqué que ces tournois permettent donc une ferveur populaire grandissante, témoignant de l'importance de ces activités sportives comme un vecteur de cohésion sociale et d'épanouissement pour la jeunesse de Tajoura. Fin de citation. Ces éliminatoires du Mondial 2026 où les Requins en pleine préparation dans un stade Gouled rénové, l'équipe nationale de Djibouti intensifie sa préparation au stade Al-Hajj Hassan Gouled à Petite-Donne avant son départ pour le Maroc. L'équipe affrontera donc lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 le Burkina Faso lors de leur premier match avant de se mesurer à l'Éthiopie. Sous la direction du sélectionneur Bikila, les joueurs suivent un entraînement intense et rigoureux, axé sur l'endurance, la discipline tactique et l'adaptation au style de jeu des futurs adversaires. Le coach s'est également réjoui de l'arrivée de nouveaux talents issus de la diaspora, venus donc renforcer l'effectif national. Eh bien, Bikila, sur lequel donc on a pu interviewer, a indiqué que ce nouveau talent venu renforcer apporte une expérience précieuse et une diversité tactique qui seront des atouts majeurs pour notre sélection. Écoutons les sélectionneurs de l'équipe nationale. Pour présenter l'équipe nationale au public de Djibouti. Donc, cette équipe est constituée de 23 joueurs, dont 7 qui sont nouveaux. Dans les 7 nouveaux, il y a 5 jeunes ici du championnat local et 2 qui sont ici de la diaspora, ça veut dire du championnat extérieur. Il y a Mourad qui joue en 3e division à Hollande, mais il y a aussi Younis Abdikirek qui est venu des MLS des États-Unis, qui joue à l'équipe des Virginia Tech Athletic. Donc 17 joueurs ici, des anciens de l'équipe nationale, mais il y a aussi des revenants comme Omar, Ahmed Zakaria, qui étaient auparavant de l'équipe nationale, qui sont revenus. Donc on est en train de préparer les démarches des éliminatoires de la qualification de la Coupe du Monde 2026. Et ces démarches vont se dérouler au Maroc, à Al-Jadidia, Stade Al-Abdi. Le premier match sera contre le Burkina Faso, ce sera le 21 mars. Et le second match, ce sera le 24 mars et ce sera contre l'Éthiopie. Donc les deux matchs vont se jouer au Maroc. Et au passage, je remercie la Fédération royale marocaine qui va nous accueillir durant notre séjour au Maroc. Donc si je parle d'une manière plus large, déjà c'est quelque chose que on essaye d'élargir l'équipe et de faire en sorte qu'on essaye d'avoir des joueurs professionnels pour qu'on puisse réaliser ou égaler les joueurs des équipes qu'on va affronter. Pour ce qui est des entraînements, on a commencé nos entraînements le 27. Donc les joueurs professionnels nous rejoignent peu à peu. Aujourd'hui, on est le 8. C'est Younis et Mourad qui nous ont rejoints. On va essayer de voir les 10 ou les 11 les autres arriver. Donc l'équipe sera au complet vers les 12. Donc c'est une très bonne chose. On remercie le secrétaire d'État au sport pour l'utilisation des infrastructures des stades Gouled, la pelouse, réaliser nos entraînements, tout ce qui concerne les moyens nécessaires pour qu'on puisse s'entraîner dans les meilleures conditions. À travers cette petite interview, je vais essayer de
de sensibiliser ou mobiliser la population djiboutienne, de soutenir l'équipe nationale, puisque c'est la vitrine de notre football. Et Inch'Allah, on espère réaliser des performances, puisque nos adversaires, surtout le Burkina Faso, qui sont des classes mondiales et qui est une équipe de football africaine très bien connue, on va faire le meilleur. Et nous leur souhaitons bonne chance. L'actualité hors de nos frontières à présent. La Palestine appelle la communauté internationale à garantir la protection des femmes palestiniennes, et ce à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes. Le ministère des Affaires étrangères met en avant le bilan dévastateur de la guerre israélienne à Gaza, avec plus de 12 298 femmes tuées et des milliers de personnes déplacées de force. La Palestine a appelé la communauté internationale à assumer sa responsabilité pour garantir la protection des femmes palestiniennes et affirmer leur droit à vivre en sécurité et en paix. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.